J'ai le grand plaisir, en tant que strasbourgeoise, d'introduire notre prochain orateur sur une thérapeutique, enfin les thérapeutiques complémentaires, qui est un sujet quand même, vous le savez, qui nous tient à cœur. Nous, pharmaciens, qui faisons des consultations pharmaceutiques et de l'éducation thérapeutique. Donc, le professeur Köpfer-Schmidt, qui est aujourd'hui chargé de mission sur les thérapies complémentaires, mais qui a eu une grosse carrière au CHU de Strasbourg préalablement, et qui aujourd'hui est devenu un éminent porte-parole de ces... Vous savez, l'Alsace, on est très proche de l'Allemagne, et quand on discute avec les patients, les thérapies complémentaires, je peux vous assurer que il y en a un rayon, et en plus, pas forcément en français, avec des plantes un peu exotiques, donc on a de quoi faire. Voilà. Monsieur le professeur, si vous voulez bien nous parler de thérapie complémentaire, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette introduction. Merci à Frédéric Pinguet et merci à nos hôtes et bien sûr à Françoise de m'avoir demandé de vous parler des thérapies complémentaires. Alors, le titre est un peu vaste. Alors c'est vrai que je vais... non, je ne vais pas commencer par l'Assemblée générale tout de suite. Parler des thérapies complémentaires, c'est un monde. En fin de journée, je pense que vous n'avez pas besoin de vous introduire dans un monde complexe. Par contre, je vais essayer de voir si on peut essayer de prolonger le pont qui est juste derrière, et de faire le lien entre la médecine conventionnelle et des approches différentes. Alors, bien sûr, mon but n'est pas de développer tous les sujets et de vous donner quelques pistes, et surtout, en dehors des mises en garde que vous connaissez parfaitement bien, vous donner quelques éléments introductifs. Alors, je préside un collège national des médecines universitaires, de médecine intégrative et complémentaire, qui regroupe un nombre important d'enseignants en France. Et puis, surtout, je n'ai pas de conflit d'intérêt ni avec l'homéopathie, dont je ne parlerai absolument pas, et puis d'autres sujets par ailleurs, dont j'ai également à cœur. Je vous demanderai juste de suivre la parole de Gandhi, qui est quand même un élément important dans la tolérance mutuelle que l'on peut avoir dans le milieu scientifique et qui n'est pas toujours le cas, et de voir que nos œillères sont parfois pas orientées dans le même sens et que donc, pour juger, il est bon de connaître d'abord. Alors, ça vous connaissez, quand vous baladez, vous avez un certain nombre de choses. Le grand public qui va être l'interlocuteur de ces thérapies complémentaires est fortement concerné. Je voudrais me rapporter juste très brièvement à la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définit la médecine traditionnelle et la médecine complémentaire. La médecine traditionnelle, en fait, c'est la médecine occidentale qui est une tradithérapie, finalement, qui a très bien réussi. Et les médecines complémentaires, si on regarde bien le texte de manière approfondie et sur lequel je ne vais pas insister, eh bien, il y a une fusion entre ces deux approches, et c'est peut-être là que se trouve la piste importante. Vous savez que nous avons un petit peu de retard sur le continent européen, que bien sûr les États-Unis, mais ce n'est pas forcément le modèle, mais pour prendre les classifications qui existent actuellement, il y a celle du Centre national des thérapies complémentaires. Alors vous voyez que le terme alternatif a sauté, il était précédemment dans le sujet, eh bien on est rentré dans l'intégratif. Moi, je ne vais pas vous donner le détail du menu que vous pouvez retrouver sur tous les sites Internet du monde, et en particulier sur ce site qui est très bien documenté sur le plan scientifique. Et puis, on va essayer de voir un peu ce que la nature peut nous offrir en focalisant sur un certain nombre de sujets. En France, on a une classification de ce qu'on appelle les thérapies complémentaires, les interventions non médicamenteuses que le CEPS de Montpellier a largement développées, en vous rappelant d'emblée qu'il est hors de question de parler de thérapie alternative. On est toujours dans le complémentaire, a fortiori dans le cancer, et c'est ce qui a été un élément destructeur très important dans notre pays, source d'incompréhension, voire source de fake news dans tous les sujets. Alors, je vous rappelle aussi une chose, c'est que le meilleur médecin, c'est vous-même. C'est-à-dire, pour se soigner, il faut déjà bien se connaître et en tout cas pas altérer la santé que l'on a déjà avec ce que l'on a sous la main. Et ça, c'est une phrase peut-être à méditer par la suite. Alors, pourquoi je vais vous parler de plantes?
Alors, c'est une gageure pour les médecins qui n'ont aucune formation scientifique sur les plantes, mais peut-être intéressant de revenir à ce sujet. D'abord parce qu'il y a un historique qui est fort. Ensuite, il y a des controverses dont je ne vous cacherai pas l'ampleur, mais on en parlera un tout petit peu. L'amélioration du bien-être des patients. Je vous rappelle aussi qu'on ne soigne pas une maladie, mais on soigne un malade. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est fondamental et qu'on a tendance à oublier. Et qu'il faut minimiser les effets indésirables et peut-être réduire les coûts si on peut. Alors j'ai pris l'exemple du curcuma. Peut-être ce sujet, vous le connaissez parfaitement bien, mais je vais vous le montrer sous des aspects différents et l'état de l'art. Déjà, vous rappelez que le terme curcuma est un mélange de Moyen-Orient, mais aussi un mélange de la vision anglo-saxonne de thurmétrique, qui est une autre définition du terme. Alors, un historique qui est long, je ne passe pas de tout l'historique qui est par ailleurs, avec la découverte dans les années 50 de la curcumine, qui est l'élément essentiel du curcuma, qui est une très belle plante, c'est sûr, mais qui nous interroge beaucoup. Et vous voyez qu'il y a énormément de formes variées du curcuma et de sa présentation botanique, avec des concentrations variables. Et c'est là toute la difficulté qu'on a avec les plantes, c'est que, à la différence de la chimie classique, les plantes, eh bien, d'une plante à l'autre, d'une préparation à l'autre, on peut avoir des concentrations qui sont extrêmement variables. Je passe rapidement là-dessus. La variabilité botanique, je pense que là, vous l'avez très bien compris. Je vais assez vite. Vous voyez que quand on regarde ce que certains nombres de pays mettent en évidence en termes d'indications, et on est un peu ébahi par ailleurs, et donc je ne vais pas rentrer là-dessus dans des détails qui sont inutiles. 3 composantes essentielles, la curcumine, la desméthoxycurcumine et le bis-déméthoxycurcumine, sont les éléments essentiels. Je vous rappelle aussi que la curcumine est au journal officiel le E100, I ou 2, 2I, indiquant qu'il s'agit en fait d'un colorant alimentaire et qu'on n'est pas dans un médicament. On n'est pas dans un médicament, on est dans une substance qui est un additif, voire un complément alimentaire, que l'histoire du curcuma amène à des enjeux qui sont extrêmement complexes, puisque l'Inde est le premier producteur, a tendance à être un petit peu dépassé par d'autres aussi, mais c'est 800 000 tonnes par an, et avec une source de piraterie considérable du curcuma de tout type et du faux curcuma, il en circule. Et ce qui va poser d'ailleurs le problème sur le plan éthique des faux médicaments, des faux produits, fausses choses. Et c'est donc intéressant de le voir dans votre domaine, parce que vous pouvez être confronté à des choses qui sont complexes, sachant que on ne peut pas protéger le curcuma. On ne peut pas le protéger parce que c'est une substance, c'est une plante. Et industriellement, c'est impossible. Et donc, c'est également une des difficultés importantes qu'on peut avoir avec ces produits par ailleurs. Alors, ce rhizome a une composition qui est assez complexe, mais contient surtout des polyphénols qui en font toute la partie importante et intéressante, qui sont les curcumoïdes, et puis des polysaccharides qui jouent un rôle non négligeable dans l'absorption intestinale, etc. Alors, continuons un tout petit peu. Je vous ai dit que ce n'est pas un médicament, bien sûr, c'est un complément alimentaire. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans l'actualité de 60 millions de consommateurs qui est paru ce matin sur les compléments alimentaires, ça ne sert pas à grand-chose. Le sujet n'est pas là. Les compléments alimentaires ont une définition précise dans une directive du Parlement européen qui est extrêmement claire, avec des mises en garde qui ont été faites, puisque là, on est dans un colloque sur le cancer, en montrant bien les limites du sujet. Mon but n'est pas de montrer panacée du curcuma et autres substances, mais de montrer qu'il y a des pistes qui sont souvent entre deux eaux et difficilement gérables par ailleurs. Alors, vous voyez que la publicité est considérable. Quand on regarde les produits à base de curcuma, il y en a beaucoup. Donc, le principal problème actuellement que l'on peut rencontrer avec ce type de produit en thérapie complémentaire, c'est l'abandon du public à lui-même. D'aller chercher, et ça a été bien montré par un certain nombre de vos posters, de montrer que le patient se retrouve seul à naviguer dans la recherche d'une solution pour ses soins. Je pense qu'il a très bien compris que la médecine conventionnelle du XXIe siècle, il la suit, il est parfaitement adepte, mais il y a souvent un petit quelque chose qui manque, voire des lacunes, dont on va reparler. Alors les bénéfices sont mis en avant par la publicité, par un certain nombre de choses. Vous voyez que l'inflammation en numéro 1, je vais assez vite là-dessus, ce sont des choses qui sont des grands classiques. L'engouement mondial, anti-cancer, anti-inflammatoire, antioxydant, etc. Est-ce que c'est une épice pour la santé? C'est intéressant de voir comme ça, mais là, il ne s'agit pas d'une revue scientifique, mais qui montrait de manière un peu provocante, est-ce qu'on arrive, par l'alimentation, à améliorer son état de santé, qui peut être quand même un sujet intéressant en oncologie. Alors, la curcumine, c'est un modulateur des voies de l'inflammation important en termes de communication dans l'inflammation, qui touche
d'un nombre très important de pathologies. L'inflammation, bien sûr, est le lit du cancer pour un certain nombre de choses, mais pour de nombreuses maladies chroniques. Et donc, c'est pour ça que c'est important que j'ai choisi ce sujet, parce que le curcuma, finalement, est au cœur d'une approche différente, peut-être, du soin et mérite de voir si on a quelques réponses potentielles. Alors, vous voyez que là, on s'emballe tout de suite dans la littérature multiple sur qu'est-ce que c'est, maladies chroniques, lesquelles, comment, l'infection. Je ne rentre pas dans les détails. On a trouvé toutes les solutions imaginables pour le curcuma. Ce que l'on sait aussi, c'est que la littérature sur les antioxydants est devenue extrêmement riche et particulièrement importante. Vous voyez ça, l'explosion qu'il y a actuellement. Et encore, je me suis arrêté en 2015 dans ce travail, récent certes, mais qui montre l'importance du sujet. Donc les thérapies complémentaires, on n'est pas dans l'anecdotique, on est dans quelque chose qui est important. Vous me direz, qu'est-ce que vient faire dans le cancer? Eh bien, on va en reparler tout de suite. Mais autour du curcuma, vous voyez, il y a tout un nuage de points qui peut apparaître dans la littérature et qui montre que ce n'est pas un sujet qui n'était pas un sujet qui est marginal, c'est un sujet qui joint d'autres et qui a un rôle extrêmement important. Alors, dans l'approche de la curcumine comme gold standard sur le plan alimentaire, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant à voir? Et on va essayer de l'approfondir un petit peu par ailleurs. Alors, déjà, dans la plupart des papiers, c'est l'oncologie qui est ciblée en 1. Alors, le débat est tout extrêmement important dans ce sujet. Est-ce qu'on est dans la thérapeutique ou est-ce qu'on est dans la prévention? J'anticipe un tout petit peu. Pour vous montrer que la littérature, de manière très grossière, montre un agent anticancéreux, que le curcuma associé à d'autres produits en ethnobotanique est quelque chose de tout à fait recevable, mais on va en discuter dans modalités d'administration, etc. Donc il y a une littérature qui est surabondante, qui n'est peut-être pas celle que vous allez lire, qui est peut-être celle peut-être qui vous passionnera plus tard, mais qui est énorme et dont il est difficile de se faire la part des choses. Alors je dis ça peut-être pour les plus jeunes parce que l'analyse critique de la littérature dans ce domaine qui joncte la médecine, les soins et puis le grand public est complexe. Vous voyez, les premiers papiers qui ont été faits en particulier sur le cancer du sein dans les années 2000 eh bien, montraient qu'il fallait faire un guide pour aider le grand public. Je ne rentre pas dans le détail, mais montrer que c'est un sujet qui est important. Et vous voyez que dans la pratique non conventionnelle à visée thérapeutique, dans une publication récente, on voit très bien que là, je vais aller un peu vite. Je retourne juste en arrière. On voit très bien que le curcuma, et que les plantes, la phytothérapie, mais le curcuma n'est pas de la phytothérapie puisqu'on est dans un complément alimentaire, se retrouve en deuxième position dans la flèche de gauche par ailleurs. On met toujours d'ailleurs des souris à droite pour les gauchers, c'est ça qui est un handicap assez gênant par ailleurs. Alors, dans les pratiques non conventionnelles, vous voyez qu'on a progressé avec un certain nombre de travaux qui ont été faits en France, qui ont confirmé l'ampleur du sujet, même si ça n'était pas de la même quantité que l'on pouvait imaginer. Et donc, je ne vais pas les détailler parce que ce n'est pas cela qui nous intéresse, au même titre que dans un travail plus récent dans le cancer, avec quelque chose qui devient solide, avec les raisons pour lesquelles les patients s'y retournent. Après, on verra les résultats thérapeutiques, oui ou non. Eh bien, il y a quelque chose qui devient un peu plus important. Et puis, une étude française qu'on a fait il y a 2 ans, 1 an maintenant, qui a montré l'importance des éléments de phytothérapie, aussi des compléments alimentaires. Vous voyez, dans ce travail qui a été fait avec un certain nombre d'entre vous ici, a montré l'importance, et vous avez le poster d'ailleurs, dans la salle juste à côté. Alors, comment est le mode d'action du curcuma? Je me permets de vous le rappeler, je ne suis pas sûr que vous l'ayez étudié, mais je vais quand même vous le montrer que les progrès de la science sont tellement importants dans ce domaine. Alors, la médecine chinoise a ses réponses. On n'est pas dans la médecine chinoise par rapport au cancer. On en a quelque chose qui est complexe. Et vous voyez que la curcumine se fixe à un nombre de récepteurs et à des cibles énormes. Absolument énorme. C'est presque incompréhensible de voir le nombre de cibles. On ne connaît pas dans le monde de l'inflammation autant de cibles potentielles pour une substance de type naturel. Alors, c'est quelque chose qui effectivement est particulièrement troublant, mais montre quand même que dans le cancer et dans les travaux qui ont été faits, qu'il y a plusieurs étapes importantes de la progression tumorale qui sont concernées, de la transformation de la prolifération jusqu'aux invasions métastatiques, eh bien toutes les cibles sont concernées. Alors bien sûr, l'enthousiasme peut naître assez rapidement dans ce domaine, mais. Alors vous voyez que là aussi, on peut faire complexe,
jolie même d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment on n'arrive plus à lire ce genre d'image, eh bien montre bien que la recherche théorique est extrêmement riche. Et là, en plus, quand on voit la croissance, l'angiogénèse et le développement tumoral avec ses multiples cibles, que ce soit en upregulate ou down regulation, on a quelque chose qui est tout à fait faisable. Avec l'atteinte des différents organes, je pense que même avec les grands écrans, c'est difficile à lire. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis, parce que plus c'est lisible, moins c'est facile à expliquer. Alors, il y a des petits amis du curcuma, il y a le gingembre, qui rentrent dans la même logique, puisque ce sont des analogues structurels de la curcumine. On a d'autres, alors la réglisse de manière assez lointaine, mais on en a d'autres, comme le giroflier, mais surtout le gingembre, qui s'en rapprochent en termes d'effet, mais qui ne sont pas du tout le même prestige en termes d'action physiologique. Je voudrais vous montrer quelque chose qui est plus récent dans le concept actuellement que l'on a au niveau des plantes et des éléments naturels, c'est ce qu'on appelle les bêta-éléments. Les bêta-éléments, ce sont en fait des substances végétales qui ont une action conjointe avec les chimiothérapies. Et donc, on les prend de manière assez globale. Et donc, dans cette approche-là, eh bien, cette variété de plantes dont fait partie le curcuma, mais en font partie bien d'autres encore, eh bien, il y a cette synergie antitumorale qui est intéressante. Là, pour l'instant, je suis dans l'in vitro, exclusivement. Ça, c'est effectivement passionnant. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Les bases précliniques sont solides. Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens? Est-ce que le curcuma, dans la recherche que vous connaissez, s'approche d'une thérapie ciblée potentielle? Alors, je vais choquer personne, ce n'est pas un médicament, bien sûr, mais dans la recherche, est-ce qu'on peut le voir sous cet angle-là, sans les inconvénients de coût, dont je pense que vous connaissez bien les sujets, et les effets indésirables? Est-ce que c'est quelque chose qui est gérable? Je vous ai montré les mécanismes d'action complexes avec l'atteinte des différents organes et les possibilités qu'il y a. Eh bien, est-ce qu'on peut rentrer dans ce rejet? Est-ce qu'il y a des effets spécifiques et des effets non spécifiques? Est-ce que ces effets spécifiques sont mesurables sur le plan oncologique pour pouvoir le rendre différent d'un simple complément alimentaire? Vous comprenez que l'enjeu sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan commercial, est considérable si l'on prend en compte une substance qui finalement est dépourvue de tout brevet particulier. Les effets non spécifiques, c'est ce que l'on observe souvent en médecine, mais en vous rappelant que l'absence de preuve d'efficacité spécifique, c'est-à-dire une liaison particulière à un récepteur, n'est pas une preuve d'inefficacité. En médecine, on l'utilise souvent, ce concept-là, et on l'a d'ailleurs très souvent. L'absence de données sur le mécanisme, donc pas une preuve d'inefficacité non plus. Et donc, avec le curcuma, on est un peu coincé d'une certaine manière parce qu'on a des éléments théoriques. Alors, pour vous montrer où on en est par rapport aux thérapies complémentaires, le curcuma a de nombreuses cibles, ça vous l'avez bien compris, et je vous en ai montré, heureusement, pas trop longtemps, et que derrière, on ne sait pas trop si ces cibles-là aboutissent à une activité réelle sur le plan physiologique. D'autre part, les autres thérapies complémentaires dont je me suis permis de ne pas vous parler, j'imagine pas qu'on allait faire une séance de méditation pleine conscience pour pouvoir arriver à un certain nirvana en fin de session, mais que ces autres thérapies complémentaires ont des cibles souvent qui ne sont pas connues ou très peu connues, alors qu'on retrouve aussi une activité potentielle. Et vous rappelez aussi que les médicaments conventionnels n'ont pas tous des cibles bien connues, un certain nombre. Dans le domaine qui vous concerne, on les connaît. L'activité est inconstante, mais je vais vous montrer quelque chose qui est un peu effrayant aussi. Après, c'est que quand on voit la combinaison des traitements ciblés et des thérapies multiples dans le cancer, c'est vrai qu'on a des étapes qui sont intéressantes, mais quelle est la place du curcuma? Et pour vous montrer un travail qui a été publié très récemment par les autorités sanitaires en Allemagne, vous montrer que si vous avez ici sur ces courbes, vous avez l'oncologie à gauche, et si vous suivez essentiellement la partie rouge de ces différentes courbes, eh bien, on voit que, par exemple, dans les domaines de l'oncologie, il y a une non-preuve d'un bénéfice additionnel des traitements. Et si l'on va, par exemple, dans le diabète, vous vous rendez compte que c'est assez catastrophique. On arrive à presque 80% de non-preuve d'efficacité des traitements qui sont actuellement proposés. Vous voyez que donc, on est dans un domaine privilégié avec l'oncologie, mais que d'autres souffrent peut-être du manque. Et donc, le curcuma, c'est vrai, s'est engouffré dans la partie des maladies chroniques de manière tout à fait spectaculaire. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous gêne beaucoup, mais est-ce que le confort des soins et l'amélioration de la vie des patients n'est pas finalement quelque chose qui est important? Encore faut-il pouvoir le mesurer, et nous manquons quand même cruellement de travaux scientifiques dans ce domaine.
Est-ce que l'évolution même des cancers n'est pas améliorée tout simplement par l'environnement nutritionnel ou l'état de santé tout simplement des patients? Vous voyez que quand on voit des recommandations qui sont faites aux patients, dans le cas des soins de support ou autres, eh bien, on a des tas de choses. Alors, bien sûr, je ne vous parlerai pas d'homéopathie, je n'ai pas envie d'être hué non plus, mais encore que le sujet mériterait d'être discuté. Mais est-ce que le curcuma ne se positionne pas là-dedans ou est-ce qu'il y a une autre place? Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'engouement que l'on a du grand public, il est parfois dans le déraisonnable, mais il y a quand même des choses pour lesquelles il faut avoir une attention un peu plus soutenue. On n'est pas dans le cas de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est autre chose puisqu'on peut différencier l'effet qui est observé et l'usage proposé dans certaines allégations. Il n'y a pas d'allégation pour le curcuma, puisqu'on n'est pas dans la phytothérapie. Et l'usage traditionnel et l'usage bien établi sont deux choses qu'il faut différencier. L'usage culturel. On est quand même dans une culture de la mondialisation thérapeutique et donc il faut en tenir compte par ailleurs. J'y reviendrai un tout petit peu, mais le curcuma se place plus dans une régulation biologique et ça c'est quelque chose qui est intéressant puisque les fondements même de l'inflammation sont celles de la majorité des dérégulations que l'on a dans les pathologies. Alors quel intérêt et quel résultat on peut attendre? Est-ce que c'est de la chimioprévention ou de la chimiothérapeutique par ailleurs? Alors, vous voyez que là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet. Si on regarde la partie du haut, c'est les cancers. Il y a une certaine liste de cancers qui sont proposés comme des cibles pour le curcuma. Dans le domaine de la prévention, beaucoup moins pour la thérapeutique, bien sûr. Une translation qui est longue et complexe, qui a été bien démontrée dans ce travail qui date maintenant un peu, mais qui montre quand même le sujet de manière assez exhaustive. En rappelant que le côté polyphénol est fondamental et on va le retrouver dans des approches assez complexes avec d'autres produits par ailleurs, mais qui ont une vision intéressante en termes de prévention. Le curcuma, quand on est par contre au milieu de la prévention avec les polyphénols, se retrouve quand même un peu noyé, vous voyez ici dans le nuage des publications par ailleurs, à côté d'autres dérivés et des antioxydants. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet de manière un peu plus hard, comme on dit, sur les études précliniques. Mais l'enthousiasme des années 2000 montrait, et comme je l'ai déjà montré de manière très succincte, un nombre très important de cancers qui étaient des potentielles cibles pour ces produits. Eh bien, est-ce qu'on peut toujours s'y atteler? Est-ce qu'on peut toujours les conserver de cette manière-là? Vous voyez, par exemple, dans un travail d'une phase 1, très nord-américaine par ailleurs, où on met gift of time, c'est-à-dire on est face à un cancer du pancréas très évolué, donc c'est la dernière chance. Vous voyez, c'est la difficulté que l'on rencontre en médecine, c'est que l'introduction d'une thérapeutique en dernière chance est quelque chose si j'ai déjà vu, j'ai déjà lu. C'est pas comme ça qu'on peut fonctionner en science, malheureusement. Or, c'est quelque chose qui est apparu dans ce domaine et on va le retrouver en phase 2 pour des travaux sur le curcuma, toujours dans le cancer du pancréas. Alors, c'est vrai que dans cette forme de cancer, il est évident que les résultats n'étaient pas bons et ne sont pas bons. Et là, on retrouve une amélioration fonctionnelle et surtout une amélioration de la courbe de survie qui a été bien mis en évidence. Alors, les bases de données sur le curcuma sont énormes. Absolument énorme, vous voyez ici en termes d'analogues, en termes de cibles moléculaires, en termes de revue de la littérature, en termes de variété d'approches des différentes spécificités, sont extrêmement riches. C'est beaucoup plus complexe que notre approche, j'allais dire un peu simple, de la pharmacologie de tous les jours. Et ce qui pose un problème de fond, c'est dans les études, qu'est-ce qu'on prend, de quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut, dans les thérapies complémentaires, prendre le premier curcuma qui tombe pour essayer de l'analyser? Vous voyez que les essais cliniques ont été très nombreux, ils se sont incrémentés un peu, ils ont vraiment commencé de manière très progressive dans les années 70 pour augmenter de manière importante jusqu'en 2015, et il y en a toujours encore de manière importante. Vous montrez sur la dia présente les cibles majeures du curcuma actuellement, qui sont le cancer du côlon et puis le cancer du pancréas. C'est vraiment les deux cibles les plus importantes. Vous voyez que ce sont des travaux qui sont faits avec des doses qui peuvent être variables, qui sont encore à des phases très précoces de travaux, qui datent déjà d'un petit moment et pour lesquels nous n'avons pas encore tous les résultats cliniques. Alors, est-ce qu'il y a encore des indications? Est-ce qu'il y a vraiment des indications? Ça, c'est si mon voisin vient me voir après avoir consulté Internet, ce qu'il va me montrer. Il va me dire ça sert à tout, et donc je ne vais pas pouvoir le suivre. Ça, c'est sûr sur le plan scientifique. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, et j'espère avoir été un peu convaincant, que de passage de l'in vitro
aux essais cliniques, il y a un monde qui est important, et que l'enthousiasme de découvrir des récepteurs ne suffit pas en lui-même, largement pas. Et que quand on passe de l'expertise expérimentale jusqu'à l'essai clinique, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui compliquent un peu les choses. Je vous ai montré qu'il y a une activité générale du curcuma et il y a des mécanismes qui sont connus. Ceux-là sont bien établis. Est-ce qu'ils ont un rôle réellement important ? Ils ont été tous attestés sur le plan théorique. Maintenant, est-ce qu'on peut les appliquer ? Alors, vous voyez, c'est totalement illisible et ça, c'est tout à fait délibéré, de vous montrer que quand on prend les différentes variétés de curcuma, il y a du très bon, il y a du très mauvais, mais tous s'orientent vers quelque chose qui touche de près ou de loin l'inflammation, avec des éléments de... Là aussi, c'est totalement illisible, mais quand on a dans la recherche qui est actuellement en cours, principalement les cancers du côlon, on vous montre très bien sur un certain nombre de tableaux quand vous les regardez, même pas celui-là parce qu'il est volontairement un peu flou, c'est vrai, mais on voit qu'il n'y a quasiment pas d'effet indésirable, que d'autre part, les réponses sur le plan physiologique ne sont pas tellement bien connues, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet indésirable, contrairement à ce que la littérature parfois veut le dire. Quand on va un peu plus loin sur d'autres cancers, et ici on a les cancers du côlon, du pancréas, comme je vous l'ai montré, vous voyez que dans la colonne de gauche, vous n'avez pratiquement pas d'effet indésirable. Alors, est-ce que ça vaut la peine de ne pas se lancer ? Mais par contre, quand on regarde les séries derrière, il est sûr que on est échaudé assez rapidement sur la recherche dans les thérapies complémentaires. C'est un peu décourageant d'arriver à ça, mais pour ceux qui connaissent la polypose digestive, eh bien, quand on regarde le nombre de polypes exprimés ici sous curcuma à des doses tout à fait courantes, eh bien, quand on regarde la différence entre le cylindre gris et l'autre orangé, eh bien, en nombre de polypes ou en taille, eh bien, on arrive à des résultats qui sont tout à fait probants dans un travail qui est absolument fondamental. Tous les produits naturels ont une action plus ou moins forte sur l'évolution des chimiothérapies, voire de la radiothérapie. Je ne rentre pas sur les détails, certains ont une action plus spécifique que d'autres, mais en vous montrant que l'interférence du curcuma avec les chimiothérapies est une réalité absolue. Et comme les cibles sont extrêmement importantes, comme je vous l'ai montré, il est évident que la chimiothérapie est concernée directement. La question fondamentale, c'est est-ce que c'est délétère ? Est-ce qu'une action anti-inflammatoire est délétère ? Certains le pensent et de manière raisonnable, il est clair, on peut déjà s'annoncer que c'est difficile de proposer une substance qui, à l'occurrence, n'est pas un médicament, mais n'est qu'un complément alimentaire, en concurrence avec une chimiothérapie. Alors, on a un nombre de tableaux. Vous voyez, sur ce tableau au milieu, vous trouvez le curcuma avec la flèche rouge. Eh bien, le curcuma, vous voyez, est à peu près mis au même niveau que d'autres produits, que des substances qui ont aussi une fonction anticancéreuse annoncée ou à une action de prévention ou d'effet positif, mais en tout cas pas d'éléments circonstanciés importants. La recherche clinique, là aussi, pour vous montrer que même si ce tableau est illisible, je vous demande juste de voir la partie qui est maintenant encadrée en rouge, que finalement toutes les recherches qui sont faites actuellement sont en recherche de recrutement. Et la grande difficulté dans les thérapies complémentaires, c'est de trouver les bons malades et les bonnes situations cliniques dans lesquelles on peut introduire ces approches-là. Et donc on est dans un monde qui est devenu complexe, alors qu'on voudrait voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Je pense que vous avez bien pris conscience que notre monde occidental arrive un peu à ses limites, parfois même financières, mais aussi en termes de dévolution potentielle. Alors, peut-être la solution va vers ce qu'on appelle une médecine intégrative validée. C'est-à-dire, en gros, est-ce que des produits qui vont toucher la nutrition, et en particulier les développements des composantes, des compléments alimentaires, vont pouvoir avoir un rôle intéressant dans le futur? Est-ce que c'est un aliment miracle ? Alors, de manière très humoristique, je ne vais pas utiliser le Parisien comme élément de référence bibliographique, mais l'auteur, de manière à très bien dit les choses telles qu'elles sont bien. Si l'on est un rat ou un humain, la réponse n'est pas la même. Et c'est vrai que si l'on est un rat, les réponses sont enthousiasmantes. Si on est un humain, on peut être un peu dans le doute. Et puis, le chef cuisinier de l'Institut Gustave Roussy précisait bien qu'il faut s'y intéresser. Il ne vient pas d'un endroit anodin non plus, mais que le manque d'ouverture que l'on a actuellement avec les thérapies complémentaires est un handicap absolument considérable, que ça soit du monde, peu l'espace, les patients qui sont souvent trop enthousiasmés, mais que le monde médical est un peu trop étanche dans ce domaine. Alors,
vous voyez que des revues très sérieuses utilisent même cette terminologie en disant que l'alimentation, future médecine, si possible, etc. Et quand on regarde de près, eh bien, on a quelques éléments qui sont quand même un peu encourageants. Mais reste toujours la difficulté de la recherche clinique. La recherche clinique, sous quelle forme et comment? Donc moi, je peux vous inciter d'une certaine manière à essayer d'en être les promoteurs, et je reviens à ma phrase princeps, de ne pas altérer les possibilités techniques. Vous connaissez très bien la courbe de gauche, qui est celle de quand on utilise un médicament, qu'on arrive, en fonction des doses, à un effet thérapeutique. Mais avec les compléments alimentaires, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est la courbe de droite. C'est-à-dire que vous avez l'évolution, la recherche, la restauration d'un état déficient grâce à l'alimentation, ou l'utilisation de la pharmacologie. Lorsqu'on a dans des doses beaucoup plus fortes, on arrive à des effets presque pharmacologiques. Le but, c'est la restauration de l'homéostasie. Et c'est peut-être là qu'on va retrouver l'intérêt du curcuma. Vous savez que dans les maladies chroniques, qui est une réalité, et pour moi le cancer est une maladie chronique avec la situation actuelle des thérapies telles qu'on a actuellement, eh bien il y a une évolution extrêmement fluctuante qui est perturbatrice, c'est vrai, mais est-ce que les thérapies complémentaires ne vont pas pouvoir jouer ici une place fondamentale dans ce sens? Alors, on parle beaucoup de ça, l'épigénétique. Vous savez que l'épigénétique est sans doute un élément fondamental, mais l'épigénétique repose sur un quintuple trépied. L'alimentation, l'activité, la vie sociale, la gestion du stress, le plaisir, tous ces éléments-là retrouvent l'inflammation à un moment donné. Est-ce que de là, on peut avoir? Mais le cancéreux va être pris dans ces éléments-là. Il va être frustré par son alimentation souvent difficile, l'activité qui va être réduite, une vie sociale qui est réduite, une gestion du stress qui est majeure et un plaisir qui peut être modulé. Donc, mon propos n'est pas de montrer l'importance thérapeutique du curcuma, mais de montrer qu'il peut contribuer à l'amélioration et à la survie d'un certain nombre de choses. Ce qui avait très très bien été écrit en 1996 par Jean Benoît sur soigner au pluriel. Il y a d'autres approches potentielles et qu'il faut dépasser les clivages que l'on a dans les thérapies complémentaires. Il n'y a plus les contre et les pour. On est dans une réflexion collective pour sauver un peu quand même la planète dans un certain nombre de domaines. Et puis, nos thérapies en pratique peuvent être comblées peut-être par les thérapies complémentaires. Il y a quand même de grandes lacunes. Quand on regarde la main, à moins d'avoir des doigts palmés, il est difficile de ne pas voir de vide dans cette approche-là. Ces trois approches sont importantes parce qu'entre la tolérance, l'inclusion, l'intégration, il n'y a pas toujours extrêmement facile de faire les choses, mais être tolérant, je vous l'ai montré par Gandhi, bien sûr, mais est-ce qu'on peut introduire dans la pratique clinique, est-ce qu'on peut introduire, je ne sais pas, il y a un jeu de lumière qui est en train de se mettre en place, ça devient j'espère qu'on ne va pas dans le blackout qu'il y a eu l'autre jour, mais a cappella, c'est bien aussi. Alors, quand on a l'oncologie intégrative, eh bien, on peut avoir cet ensemble de médecine classique, conventionnelle, et puis d'evidence-based medicine faite avec les thérapies complémentaires, mais sur une méthodologie qui n'est pas celle que l'on utilise habituellement. Je vous rappelle qu'on est obnubilé par l'évaluation quantitative, alors que l'évaluation qualitative est certainement une des meilleures, encore faut-il maîtriser la méthodologie. Dans les thérapies complémentaires, on trouve justement cette réponse, en vous rappelant que les approches complémentaires par rapport à la médecine conventionnelle, il y avait un temps, c'était le fossé entre les deux. Actuellement, il y a des zones intermédiaires, et c'est ça la médecine intégrative, et c'est dans ce domaine. Et là, la cancérologie, au même titre que d'autres spécialités, peuvent trouver une zone d'interface tout à fait utile. Alors, mon collègue de l'ICEPS, Grégory Nino, a fait un schéma qui me paraît intéressant, en montrant que la médecine, la biomédecine, vous la retrouvez à gauche, avec tous les éléments que vous connaissez parfaitement bien, mais les thérapies complémentaires, vous les avez dans des interventions qui sont complémentaires l'une de l'autre, mais qui peuvent être extrêmement utiles. Moi, je vous ai parlé des plantes, mais celui qui va prendre des plantes, il va avoir besoin peut-être d'un support psychologique particulier, il va avoir peut-être besoin d'un certain nombre d'outils, par ailleurs. Et les interventions nutritionnelles, c'est celles qui nous préoccupent ce soir, sans parler de tout ce qu'il y a autour sur l'esthétique et sur les approches environnementales qui vont jouer également avec l'épigénétique. Alors, il y a des doutes et on peut se poser quelques questions avec le curcuma. Je vous rappelle aussi une chose qui est importante, c'est qu'il faut, quand on veut faire de la science, il faut émettre des doutes, et c'est celle-là qui l'a fait progresser. Et Jean-Marie Lehn, encore un Strasbourgeois, prix Nobel de chimie, eh bien, précise bien que les nuances du gris sont intéressantes à connaître et on aimerait bien avoir des certitudes par ailleurs. Il y a 4 interrogations possibles avec le curcuma.
La première, est-ce qu'il y a des preuves épidémiologiques de l'efficacité? Est-ce que l'évolution des cancers n'est pas la même? On va se terminer dans le noir dans dans quelques minutes. C'est joli, mais de mon côté, c'est joli, peut-être pas du vôtre. Mais l'évolution des cancers dans un pays comme l'Inde, qui est quand même le pays de l'Ayurveda, qui est le pays qui a développé, qui produit le curcuma, eh bien, n'a pas une différence épidémiologique, même quand pratiquement toute la population consomme du curcuma. Donc le fait de consommer n'a pas changé l'épidémiologie. Ça montre bien que l'épidémiologie des cancers ne se repose pas sur un facteur, mais sur de nombreux facteurs. Et donc là aussi, c'est un argument qui peut être mis en opposition, mais qui est quand même intéressant à prendre en compte. Ensuite, c'est la signification thérapeutique. Vous avez compris que dans la signification thérapeutique, ça sera mieux avec la courbe si vous arrivez à la voir. Mais là, je ne sais pas où on en est. Voilà. Non, c'est un mouvement intermittent, mais je pense que ça facilite l'acuité visuelle. On a, dans l'augmentation de la publication, dans les publications, on a ce qu'on appelle les paints, c'est-à-dire un nombre important de publications qui montrent qu'on a des effets qui sont mesurés, en tout cas sur le plan théorique, mais est-ce que ces effets ont une réalité clinique, c'est-à-dire et ces effets dans l'analyse même, est-ce que ce sont des effets qui sont ceux d'études préliminaires de laboratoire et qui ne se conjuguent jamais en quantité mesurable? Et vous le voyez à droite, sur la courbe de droite, si vous arrivez à la voir, un jour. Je m'inquiète quand même beaucoup. Hein. Je ne sais pas où est le sujet. Je ne piétine pas. Il n'y a rien qui... Hein, ça coule hein, pour l'instant. Hein. Je ne touche plus rien. Mauvaise influence hein, sur les diapositives, ça c'est sûr. Vous voyez que le magnétisme est une réalité, mais ce n'est pas moi. Alors, les effets s'estompent quand même fortement avec le temps et qu'on n'a finalement pas dans la réalité clinique chaque fois. Donc la signification thérapeutique est difficile à conserver. Alors, est-ce que c'est un candidat possible et potentiel sur le plan thérapeutique? Je ne vais pas trop loin, mais en disant simplement que les multiples composants sont intéressants, mais est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre ces différents composants? Sans doute, mais on n'a pas les moyens et la littérature ne permet pas de le dire. Est-ce qu'il y a une confusion entre compléments et médicaments? Ça, c'est clair. Mais même avec d'autres produits tellement simples que vous utilisez presque tous les jours, vous savez parfois plus si c'est un complément ou un aliment. Est-ce qu'il y a un handicap pharmacocinétique? Je vais vous le montrer. Il est réel, bien sûr. Mais la recherche clinique sur le cancer du côlon est quand même assez édifiante et le cancer du pancréas évolué. On peut se poser la question, donc, si ce n'est pas finalement une plante adaptogène qui permet d'adapter, compte tenu de son action anti-inflammatoire, sur un certain nombre de pathologies. Et les effets indésirables ne sont pas aussi nombreux que ça, contrairement à ce que l'on lit dans la littérature. Les effets indésirables, vous me direz, ce n'est pas anodin ce que je vous montre là, mais les propriétés anticoagulantes sont extrêmement faibles, les pathologies dermatologiques aussi, les troubles gastriques mineurs, on l'a avec une kyrielle de médicaments. La potentialisation des anticoagulants, mais il suffit de faire attention à ce qu'on utilise par ailleurs, lithiase vésiculaire, etc., couplé aux antihypotenseurs aussi, et la grossesse, donc on est dans le banal du banal. Donc il n'y a pas des choses extraordinaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un doute sur la sécurité d'emploi, mais ce n'est pas forcément le curcuma, c'est des artefacts dans les travaux qui l'ont montré. Et c'est là aussi la difficulté d'interprétation qu'on a avec les plantes. On me dira, là, en sortant là, vous allez être beaucoup plus rassuré par des produits qui sont carrés, mais l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas ce panel aussi riche. Et puis, il y a différentes formes de curcumine, et on ne sait pas trop si c'est la réalité des faits ou on ne sait pas trop où on en est. La biodisponibilité, je vous l'ai montré avant, est un problème majeur que tout le monde connaît. Il suffit de regarder les émissions de télévision pour vous expliquer en un que si vous prenez du curcuma, il faut mettre un peu de poivre. C'est-à-dire que c'est toute l'alimentation normale, vous prenez du curcuma, du poivre. Et puis si vous prenez encore un petit peu de graisse en même temps, tout passe, ça pose aucun problème. Mais c'est quand même intéressant de voir que derrière ça, on a recherché des formes liposomiales, on a cherché à transformer la présentation, etc. C'est du marketing peut-être, par ailleurs, mais il y a une biodisponibilité qui n'est pas le handicap bloquant le plus important. Ce qui peut l'être plus, c'est la valeur scientifique de certains travaux. Alors, la face noire du curcuma, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même des travaux qui sont d'un niveau inquiétant. Alors, la littérature est complexe à réunir parce qu'il faut chercher des sources très variées de manière importante. Et que les databases, je vous ai montré, elles sont nombreuses, c'est vrai, mais pas toujours dans les domaines. Et puis, il y a quelque chose qui est dramatique dans le monde scientifique. Vous avez ici la photo d'un très grand chercheur nord-américain qui a falsifié un nombre très important
d'articles de recherche. Et pourtant, ce sont des travaux fondamentaux. Et pourtant, ils ont été copiés-collés. Et vous le savez aussi très bien comme moi, que beaucoup de travaux, quand on les utilise dans des diapos, des présentations, etc., on reprend les travaux d'un autre, etc., et on ne va pas dans la vérification. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait dommage. Alors, tout n'est pas complètement dramatique chez lui, mais il a été obligé de retirer un nombre très important de publications dans des de revues de très haut niveau. Mais parce que la méthodologie qu'il a utilisée n'était pas bonne. Et parce que l'enthousiasme qu'il a utilisé n'était pas celui qu'il fallait faire, il fallait rester dans l'angle scientifique. Alors, quel usage il peut y avoir? C'est vrai qu'il y a des assurances qui s'intéressent à ça. Est-ce que si tous les assurés prennent du curcuma, ça ira mieux? On n'en sait pas, mais elle se pose des questions. Vous voyez, AXA se pose des questions dans son domaine. Est-ce que les propriétés thérapeutiques ne vont pas simplement dépendre du circuit de distribution? C'est-à-dire que plus il y en aura, plus ça marchera. C'est un peu la tendance de notre monde actuel. Alors, quel usage on peut retenir réellement Est-ce que les interactions potentielles sont quelque chose qui sont inquiétants avec les médicaments anticancéreux? Oui, il faut être prudent, c'est sûr, le conseil. Ce que l'on donne comme conseil actuellement, principalement pour s'occuper du curcuma, vous savez qu'il ne faut pas décevoir les gens quand ils sont convaincus de quelque chose, il faut les avertir, vous l'avez tous très bien démontré sur un certain nombre de communications, mais qu'il y a des phases intercritiques où on n'utilise pas le traitement spécifique moderne, dans laquelle on peut rentrer. Mais qu'il y a aussi des pathologies associées. Le cancéreux, ce n'est pas un cancer qui se promène, c'est un bonhomme qui a un cancer, et donc il a peut-être des pathologies associées dont il pourrait bénéficier. Et que dans les stades avancés, il est nécessaire de pouvoir travailler sur ce sujet avec encore beaucoup d'inconnus, malheureusement. Le drame, c'est la recherche fondamentale qui est faible. Et dans notre pays, on ne fait pas beaucoup la promotion de la recherche fondamentale dans ces sujets-là, parce qu'il y a beaucoup de sujets, c'est vrai, mais il est quand même intéressant de réfléchir un peu sur l'approche scientifique de sujets beaucoup moins onéreux et qui pourrait améliorer l'état de santé de la population. Donc simplement dénigrer n'est pas la solution. Donc la question que je vous ai montrée, est-ce qu'il y a la preuve d'efficacité intrinsèque ou de résultats cliniques? Mais on peut tenir le même raisonnement avec beaucoup d'autres médicaments par ailleurs. Donc la médecine intégrative est une solution, et vous voyez que l'Organisation mondiale de la santé s'y est penchée, et j'arrive bientôt à la fin, montre qu'il faut avoir une recherche qui est intégrée avec le reste des prises en charge thérapeutiques. Vous voyez que l'Organisation mondiale de la santé, qui voit cette vision, a une vision largement dépassant l'Hexagone, et dans des pays où les besoins sont vraiment manifestes, une nécessité absolue. Mais quand on regarde le document de l'OMS, qui est une des directives de 2014 à 2023, on cherche où est la France dans cette approche particulière. Elle est absente. Elle est absente, et ça, c'est tout à fait dommageable. On a une chance supplémentaire, c'est que la stratégie nationale de santé 2013-2022 soutient le développement de l'évaluation, justement, des interventions non médicamenteuses dans ces domaines-là. Donc, on a cette possibilité-là. Et donc, c'est un peu pour vous enthousiasmer par rapport à l'importance que cela peut avoir pour l'évolution du soin en médecine par ailleurs, en vous rappelant que cette médecine intégrative ne doit pas se développer par la pression du marché, parce qu'il y en a plus, donc c'est intéressant, etc. Mais l'accumulation des preuves scientifiques, d'efficience et de sécurité, on reste dans le classique, du classique. Encore faut-il pouvoir faire de la recherche. La difficulté, c'est que là aussi, je prends le curcuma, si maintenant je vais à la pharmacie de Montséanchi, on dit il faut maintenant m'acheter du curcuma pour faire de la recherche, je sens que ça va être difficile à gérer comme discussion. Elle va croire qu'on va vouloir faire un curry. Tout simplement, et ce n'est pas le but de l'opération. Entre médecine, art ou science, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est dans une rationalité qui est limitée. Entre la parfaite irrationalité, dont je vous ai montré quelques limites, et la parfaite rationalité, qui est celle que l'on vit parfois tous les jours, eh bien, il faut trouver un juste milieu, une approche scientifique qui est raisonnée et qui nous permet d'aborder de manière concrète quelque chose. Alors, je vous ai dit qu'il faut essayer de construire le pont. Vous voyez que le pont qu'il y a eu au pont d'Avignon, qui était quand même un instrument de voyage assez extraordinaire, et qu'il vaut mieux s'intéresser à la science plutôt que la dénier, parce qu'elle viendra par une porte de derrière qui ne sera pas forcément la bonne, par ailleurs, et qu'il est trop tard d'ignorer ces approches. Je ne suis pas un apprenti sorcier, je ne fais pas la défense de ce qui est indéfendable, mais ce monde-là existe. Il est important, et les discussions sur la façon de combiner cette médecine traditionnelle et une approche de santé deviennent absolument nécessaires. Il faut éviter de pérenniser les oppositions. Il faut qu'on essaie de se comprendre les uns les autres dans ce domaine-là, mais à condition, bien sûr, que la recherche de qualité existe et qu'elle soit possible. Alors, on va essayer d'éviter ce coup rude
qui pourrait nous arriver, qui a été affligé dans d'autres circonstances, mais vous savez que quand on touche une approche thérapeutique, eh bien parfois l'autre joue prend également quelques coups. N'oubliez pas donc la phrase de Gandhi, et je terminerai sur cette parole-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Vous nous avez convaincus sur la médecine intégrative par cette belle conférence, sur la nécessité de faire des recherches dans ce domaine et d'essayer d'avancer. Compte tenu de l'heure, on peut prendre 2 questions. Je regarde notre président. 2 questions. Non. Je ne vois pas, alors pardon. Oui. Allez-y. Moi, j'ai une question, puisque justement, on s'est posé beaucoup de questions sur notre positionnement par rapport aux thérapies complémentaires. Et dans l'exemple que vous montrez, c'est le curcuma, par exemple, il n'est pas dans les listes, il n'est pas dans la liste des plantes utilisables dans les compléments alimentaires. Par contre, il a normalement dans un monopole pharmaceutique et il devrait être dispensé que comme traitement dans le cadre de la phytothérapie. Alors nous, on a beaucoup de mal à se positionner sur un circuit sécurisé et de savoir de conseiller. Voilà. Donc je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire au niveau de la DGCCRF sur le sujet, parce que ça concerne les compléments alimentaires, mais ça concerne l'aromathérapie, la phytothérapie, tous ces éléments-là. Et la littérature joue un peu et navigue un peu, et les médias aussi, pour ne pas les citer par ailleurs. Et joue un rôle un peu pervers. Donc c'est ça qui est gênant, et je pense que pour vous, vous avez difficile à vous positionner. Le plus difficile, c'est de vous positionner face au malade, qui lui croit dur comme fer qu'il est en train d'acheter un médicament, mais il sait très bien qu'on n'achète pas du curcuma dans un supermarché. En tout cas, on a regardé, le curcuma, c'est disponible à la pharmacie. On peut tout à fait vous préparer des gélules de curcuma à la pharmacie. Comme complément alimentaire. Comme médicament. Une autre question ? Donc vous disiez très justement que l'important, c'est de savoir ce qu'on va dire aux patients. Dans nos programmes, effectivement, d'éducation thérapeutique, on est extrêmement confronté aux questions des patientes, parce que quand même, c'est une grande majorité de femmes qui vont vers ce type de thérapeutique. On en a encore eu la preuve la semaine dernière, et on est relativement démunis sur de savoir exactement ce qu'elles prennent ou ne prennent pas. On leur demande de nous donner dans ces compléments alimentaires la liste ou les étiquettes qu'on va essayer de déchiffrer. C'est vraiment pas facile de déchiffrer les étiquettes des compléments alimentaires. Non, je pense qu'à fortiori, en plus, il faut absolument ne pas perdre la confiance au travers de ce dialogue, parce que on a eu ce débat avec d'autres par rapport à l'homéopathie. Oui. L'exemple, c'est certains croyaient plus à l'homéopathie qu'aux médicaments allopathiques qui finalement était celui qui les guérissait. Mais ils y croyaient parce que c'était leur gris-gris, leur thérapeutique importante. Donc, il faut jouer sur du velours par rapport à ça, mais tout en étant extrêmement prudent, parce que quelles que soient les doses, quoi qu'on en dise, des doses fortes de curcuma n'ont jamais été plus nocives que des doses moyennes, etc., sauf dans des conditions tout à fait exceptionnelles, mais en tout cas qui ne sont pas la règle. Mais c'est un élément d'introduction dans un débat aussi. Je pense que dans les discussions et dans la discussion pharmaceutique, c'est peut-être aussi une piste d'entrée en matière avec les patients, plus que d'entrer sur leur maladie en elle-même. Comment ils se comportent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils font qui améliore leur vie. Ce sont des éléments très simples, et il faut trouver des zones d'accroche, parce que je rappelle ça vous le savez aussi bien que moi, c'est une palissade, qu'un malade qui se sent mieux, qu'un malade qui dort mieux, qu'un malade qui mange mieux, qui ne vomit pas, et qui a un certain nombre de choses, et un malade qui va certainement guérir plus facilement qu'un autre. Et peut-être en entrant sur ce sujet, il va aborder la vie autrement. Très bien, un grand merci.
On peut constater que la SFPO est ouverte puisqu'elle a Absolument. mis... J'en suis ravi. Merci en tout cas de votre écoute et passionné de votre présence. Merci à vous. Merci.